إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة زينك تيفي لمرة أخرى. ومعنا اليوم الأخ ميشيل داردان. أخ ميشيل داردان اللي هو رجع كونسلتون معنا هنايا في هذه القناة يعطينا الفكر ديالو بهذا الشيء اللي كنعيشوه. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Zénith TV. Et encore une fois, nous avons invité Monsieur Michel Dardenne, qui sera notre spécialiste d'aujourd'hui, notre consultant, par rapport à ce dossier assez, je dirais, compliqué et inattendu. Alors, nous allons aborder, Monsieur Michel, avant tout, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam, bonjour à tout le monde. Voilà, donc Monsieur Michel Dardenne, que j'ai présenté la dernière fois, donc vous êtes professeur de langue, vous êtes économiste, vous êtes également conférencier et auteur d'un livre qui s'appelle L'Islam dévoilé. Voilà, donc Monsieur Michel Dardenne, nous allons aujourd'hui entamer 4 sujets par rapport au déconfinement. Alors d'abord l'aspect social de la chose, puis nous parlerons également des actions politiques. Qu'est-ce que nos politiciens nous ont préparé par rapport à cela. Il y a aussi un aspect qui est la prévention et probablement aussi, il pourrait aller vers la répression, c'est l'action policière si ce déconfinement n'est pas respecté comme il se doit par rapport aux consignes. Et nous parlons bien sûr aussi également par rapport à la relance économique qui est vraiment très très importante. Donc encore une fois, Monsieur Michel bonjour et bienvenue sur notre plateau Zénith TV. Bonjour Hassan Rahali, c'est toujours un plaisir d'être invité chez vous. Le plaisir, il est partagé et merci encore une fois d'avoir accepté d'être parmi nous. Alors, déconfinement, ce matin, nous avons fait l'expérience, nous avons été voir un peu les magasins, les grandes surfaces qui ne s'inscrivent pas dans la nécessité d'être ouverts. Aujourd'hui, c'est possible et c'est l'expérience, c'est vraiment une folie. Il y a des files, plusieurs dizaines de files dans tous les magasins, toutes ces enseignes. Voilà, donc c'est quand même assez inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, ça ne fait que démontrer que, évidemment, cet arrêt complet de l'économie n'était sans doute pas la meilleure chose à faire. En réalité, si nous avons fait le confinement, c'était à la fois pour gérer le manque de masques et de tests et pour gérer aussi l'hôpital, je dirais, pour qu'il n'y ait pas des hôpitaux trop vite remplis. Donc je dirais, ça coûte quand même très cher lorsqu'il y a un accident comme ça, d'avoir si peu de lits à l'hôpital. Voilà, ça coûte quand même cher. Toute l'économie doit s'arrêter. Et voilà, les gens retournent dans les magasins parce qu'évidemment, écoutez, quand vous avez des enfants, ils grandissent. Hein, en 2 mois, les vêtements, ils deviennent trop petits. Hein, il y a des chaussures qu'ils ne savent plus mettre. Donc, je comprends que les gens ont besoin, évidemment, d'aller faire leurs courses. Enfin, je dis les vêtements, mais voilà, il y a des tas d'autres choses. Hein, le bricolage, un robinet qui fouille, un interrupteur qui est cassé. Il y a plein de choses comme ça que les gens ont besoin de faire comme course. Et donc, il était temps, en effet, qu'on se mette au déconfinement. Ça, c'est clair, c'est vraiment très, très important. Bien sûr, nous savons que d'autres pays ont choisi une autre méthode de confinement. C'est plutôt un confinement personnalisé, que chacun puisse prendre ses distances et ses mesures sanitaires. Ici, c'était différent. On va encore en parler. On reviendra bien sûr sur l'aspect des actions politiques. Alors, oui, effectivement, cet aspect de déconfinement, que les gens puissent retrouver les magasins, retrouver la rue, c'est un aspect social très, très important, psychologiquement. Oui, et même pour les familles qui ne pouvaient plus se rencontrer depuis belle lurette, avant, ils faisaient rendez-vous au supermarché, enfin les grandes surfaces, et maintenant, ils peuvent faire rendez-vous pour se voir dans les magasins ou dans les files devant les magasins, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout pensé en réalité à l'aspect social. Quelqu'un aujourd'hui qui veut inviter des amis, ça reste maximum 4 personnes, ça doit être toujours les mêmes 4, alors qu'il y a des maisons qui sont très grandes. Enfin, il y a des maisons où, écoutez, en plus, quand vous invitez 4 amis, est-ce que ça veut dire quoi? C'est 4 personnes ou est-ce que c'est 4 couples avec les enfants? Parce que dans les magasins, quelqu'un avec son enfant, ça ne compte que pour une personne. Donc, ça veut dire qu'on invite un ami avec son enfant et éventuellement avec son épouse, ça ne compte que pour une personne ou pour 4 personnes déjà? Tout ça n'est pas très clair. Dans les magasins, M. Michel Dardenne, encore ce matin, donc devant moi, il y avait un couple.
le couple pouvait rentrer, mais chacun devait prendre un caddie. Il devait rentrer séparément. Mais quand nous sommes dans le magasin, à ce moment-là, la distance de 1,5 mètre n'est pas toujours respectée, pas parce que les gens ne veulent pas le respecter, mais chacun est occupé dans un rayon et il est concentré dans l'objet qu'il veut acheter. Et donc finalement, on est quasi l'un sur l'autre. C'est vrai que l'accès dans les magasins il est limité, mais nous sommes tout de même dans un espace totalement fermé. Hein. Donc certains portent des masques, certains pas. Bref, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Voilà, c'est quand même très compliqué. Quand les gens peuvent coucher ensemble parce qu'ils sont mariés, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi, et puis alors dans le magasin, ils doivent mettre un chariot entre les deux, je veux dire, où est la logique, hein? C'est très compliqué de trouver une logique dans tout ça. Donc, ils disent que les gens doivent faire leurs courses seuls. Vous savez, pensez, il y a par exemple 10% des hommes qui sont daltoniens. Alors, s'ils veulent aller acheter une cravate, une chemise, ben, ils doivent aller sur place pour essayer, mais ils ont besoin que leur épouse vienne pour voir les couleurs. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas du tout fait attention, et notamment cette restriction que chez soi à la maison, on ne peut recevoir que 4 personnes, et toujours les mêmes. C'est absolument incontrôlable, n'est-ce pas? Et puis 4 personnes dans une grande maison, c'est pas la même chose que 4 personnes dans un appartement. Donc, je veux dire, c'est très compliqué d'avoir mis des règles générales derrière tout ça. Enfin, la première ministre, Sophie Wilmès, d'une part, elle disait, voilà, on va laisser les gens, on veut faire appel au sens de responsabilité des gens. Enfin, quand on entend la police, bah, ils sont oui, ça nous allons revenir là-dessus. Alors, j'aimerais, avant de continuer dans la discussion, donner d'abord des chiffres, les chiffres d'aujourd'hui, donc actualisés. Nous sommes à plus de 53 449 exactement de contaminés, des gens qui sont testés positifs. Il y a jusqu'ici, malheureusement, 8 707 personnes décédées. Et donc, oui, le résultat de hier, nous sommes à 51 morts, malheureusement, avec 368 contaminés supplémentaires. Donc, ça fait de nous tout de même, je pense, le premier pays, si on doit comparer la densité, le nombre d'habitants, donc nous sommes le numéro 1 au monde des personnes contaminées et des personnes décédées, bien devant l'Italie et l'Espagne, avec, nous en avons parlé en off, et vous l'avez précisé, Monsieur Dardenne, avec 50% de plus de décès et de contaminés par rapport à l'Espagne et l'Italie. Comment on pourrait expliquer ça? Écoutez, moi, je crois, on en avait déjà parlé lors d'une précédente interview, je crois que l'aspect extrêmement diversifié de la population belge est peut-être une cause, notamment, je l'ai dit, enfin, 2/3 des Bruxellois ne sont pas nés en Belgique, et donc ils parlent italien, ils parlent arabe, ils parlent turc, ils parlent russe, ils parlent roumain, ils parlent polonais ou anglais, et donc à tous ces gens-là, on ne communique pas. Hein, donc ça reste pour moi un point très faible, c'est que le gouvernement ne communique toujours pas vers toute la population, mais ne communique que vers une partie de la population. Et d'autant plus que beaucoup de ces immigrés, voilà, c'est souvent des pauvres en plus. Hein, donc c'est des gens qui ont moins de robinets pour se laver et où chaque fois qu'on se lave les mains, ben, il faut acheter du savon. Et je veux dire, tout ça coûte cher. Ces gens n'ont pas les moyens. Donc voilà, on ne communique pas et en plus ces gens ont des difficultés. Donc je crois que tout ça est très compliqué et que donc on va continuer à être en arrière. Enfin, les autres pays ont ralenti l'augmentation des décès beaucoup plus que la Belgique. Hein. En Belgique, on a encore toujours. On connaît aussi une baisse assez significative, hein, avec 51 personnes. Aujourd'hui, c'est tout de même de loin mieux que les 200 ou 250 par jour que nous avons connus au départ. Hein. Mais c'est vrai que je retiens tout de même un élément très très important que nous avions dit effectivement dans une autre entrevue, c'est que la communication est très très importante et c'est cette communication-là qui a certainement posé problème dans les quartiers, je dirais, donc à grande densité de plusieurs communautés, de ces communautés-là qui parlent d'autres langues et d'autres cultures, etc. Et c'est probablement
ça a une raison qui a fait qu'il y a beaucoup de contaminés dans ce genre de quartier. Alors ça, je n'ai pas vu dans les statistiques dans quel quartier il y a le plus de contamination. Mais dernièrement, il y a Anderlecht, Molenbeek est aussi un des quartiers qui a aussi enregistré une forte contamination. Oui, donc ce sont réellement ces quartiers où il y a, je dirais, une multitude de nationalités. C'est une richesse culturellement parlant, mais dans ce cas-ci, probablement que la communication a fait défaut. Oui, sûrement. Hein. Écoutez, si on avait un quartier plein d'Allemands et que vous parlez en français, écoutez, même si la majorité de la commune parle le français, je veux dire, les Allemands, ils ne vont pas nécessairement toujours apprendre le français. Hein, je veux dire, donc, ce problème linguistique reste un problème qui va bien au-delà des francophones et des flamands. C'est quelque chose qui est vraiment stratégique dans la communication de l'État, enfin, vers le citoyen. Monsieur Michel Dardenne, le politique a tout de même donné du fil à retordre à la police et il leur demande d'être vigilants par rapport, enfin, il demande d'abord aux citoyens de se limiter aux visites à un maximum 4 personnes et ces 4 personnes doivent être exactement les mêmes, donc c'est A, B, C et D et pas changer les 4 personnes par le E, F, etc. Et donc la police, comment doit-elle réagir? Alors voilà, donc hier sur les plateaux d'RTL TV, il y a un représentant de la police, un porte-parole qui la question lui a été posée. Maintenant, bon, si jamais il y a des voisins qui téléphonent en disant tiens, finalement, mon voisin du 3e ne respecte pas réellement ce déconfinement en respectant les nombres de visiteurs, ils sont à 15 en train de faire la fête. Voilà, donc ça peut arriver. Hein. Donc il téléphone à la police vient devant, elle sonne. Et selon ce porte-parole sur ce plateau de RTL TV, il a clairement dit oui, nous avons le droit de rentrer sans même avoir de mandat ou quoi que ce soit. Alors, c'est tout de même, ça c'était. Et donc, voilà, donc nous avons voulu en savoir plus. Bien entendu, nous avons téléphoné à Bruxelles. Donc, le porte-parole en question, c'était le porte-parole du fédéral et c'était plutôt de la région de la Wallonie. Nous avons téléphoné ici donc, à la porte-parole, une dame très très sympathique, Madame Caroline Vervat, qui est la porte-parole de la zone Bruxelles-Ouest. Et donc, pour elle, il est clair que si jamais ils doivent intervenir, ils vont bien sûr d'abord demander l'autorisation avant d'entrer. Et si l'autorisation n'est pas donnée, à ce moment-là, ils ne vont pas forcer de rentrer comme ça, non. Ils demanderont d'abord au magistrat l'autorisation de rentrer. Donc, ça passe tout de même par le système qui respecte la loi jusqu'alors. Oui, mais nous avons ici deux déclarations différentes. Une du porte-parole sur le plateau de TV où il parlait comme s'il avait une carte blanche. Mais ici, non. Donc, Mme Verbat précise bien que non, la police n'a jamais de carte blanche. S'il n'y a pas un ordre qui vient d'au-dessus, ils ne feront rien. Ce que les citoyens doivent bien comprendre, n'est-ce pas, c'est comment ça fonctionne. La police fédérale, elle est au service des communautés locales. Ça veut dire que la police fédérale est organisée sous le ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va dire quel contrôle il faut faire à tel ou à tel endroit. Ce sont les bourgmestres, n'est-ce pas, ou les cabinets des bourgmestres. Ils ont des caméras partout en ville, et puis on avait dit déjà que lorsqu'ils voient qu'il y a du monde dans un parc, eh bien, ils téléphonent au commissaire du quartier, tiens, voilà, en dessous de l'atomium, il y a trop de monde, virez-moi tout ce monde. Et puis ici, après 20 minutes, il voit toujours que c'est la même chose dans sa caméra, mais il rappelle le commissaire et il dit, alors quoi, vous n'avez pas encore envoyé une patrouille? Et il faut parler aux agents de police. Hein. Lorsqu'on parle aux agents de police, il dit, écoutez, nous, on est obligés de s'exécuter. Et alors, il dit, nous, ça ne nous intéresse pas de se faire engueuler, notamment, en effet, moi, j'ai assisté à un certain moment où ils viraient tout le monde d'un parking, d'une pelouse, alors que les gens étaient vraiment loin les uns des autres, sauf les agents de police, qui étaient collés l'un à côté de l'autre dans la voiture sans masque. Donc, en tout cas, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Le coronavirus n'atteint pas la police, hein, donc ils sont immunisés. Non. Ils n'ont pas de masque d'ailleurs. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu de masque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'aujourd'hui les gens de mieux en mieux se rendent compte, parce que tout ça se raconte sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on en parle ici,
c'est que ce sont les politiciens qui donnent des instructions derrière le dos de tout le monde à la police d'aller faire tel ou tel, mettre un radar là, de le régler sur 51 km ou sur 70 km à l'heure. C'est le politique qui décide de tout ça. Hein. L'agent de police, ça ne l'intéresse pas d'aller passer 8 heures dans une voiture à prendre des photos, des voitures qui vont trop vite, de se faire engueuler par l'un ou l'autre qui s'arrête et qui dit bande de excusez-moi, je ne veux pas dire de mots, mais ils se font insulter parce qu'ils font des contrôles de police. Mais tout ça, la police agit sur instruction. Instruction. On a entendu beaucoup Bruxelles il y a quelques jours, on va discuter avec les commissaires. On a été coupé, Monsieur Dardenne, oui. on a été coupé, oui. Donc vous avez dit que la police ne réagissait ou n'agissait que par instruction. Et donc c'est le politique qui est là et qui met la pression finalement sur la police. La police, donc la pauvre, elle subit aussi. Absolument. Et lorsque je disais, on a entendu il y a quelques jours le bourgmestre de Bruxelles qui disait que d'une part, les jeunes à la police y réclament, hein, donc ils disaient oui, on va discuter, et puis il y a des citoyens qui réclament et ils disent oui, on va parler avec le commissaire. C'est vraiment un message de menteur, d'hypocrite, parce que c'est eux qui donnent l'instruction à la police de faire les contrôles, et puis quand les citoyens viennent se plaindre, tout gentils, ils disent ah, on va aller discuter avec la police pour voir s'ils peuvent pas faire ça un peu plus calmement. Attends, donc tous ces fonctionnements-là. Le politique, donc le bourgmestre, c'est lui qui est finalement le patron de la police. Il donne les instructions, oui. Il donne l'ordre d'agir quelque part. Et quand il y a une plainte des citoyens, à ce moment-là, si vous voulez, donc il retourne au service et dit écoutez, je vais voir que la police, je vais leur parler pour qu'ils soient plus cléments. C'est un peu ça. Alors que la police ne fait que son travail, ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Exact. Hein. Et ce comportement-là, que moi je qualifie d'hypocrite, enfin, hein, c'est vraiment, je veux dire, il y a tout un langage politique que les gens ne prennent plus. De mieux en mieux, les gens s'informent et de mieux en mieux, les gens comprennent que dans le discours politique, même le bourgmestre de Bruxelles, il disait ah oui, la police a amené beaucoup de matériel pour les tout petits commerces, pour les aider à ouvrir. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai une voisine, enfin là où je vais faire mes courses à l'épicerie, elle dit ils sont arrivés avec des tas de barrières, ils ne peuvent plus venir se servir chez moi. Je dois les servir moi-même. Je dois choisir le temps à leur place. Mais c'est pas possible, je sais plus. Donc ils ont ajouté des contraintes l'un et l'autre. Imaginez quand vous sortez d'un magasin, vous devez aller en face, il faut faire tout un tour. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de présenter. D'une part, ils imposent des mesures extrêmement strictes à des petits magasins, et d'autre part, ils disent ah, nous avons aidé, nous leur avons apporté du matériel pour les aider à s'organiser. C'est tout ce langage-là, un petit peu hypocrite. Il faut arrêter avec ça, n'est-ce pas? Les gens ne prennent plus ça. C'est pour ça que le langage est clair. La mauvaise foi, je dirais, des politiques depuis le départ de cette crise sanitaire, tout le monde l'a observé. Il y a même donc plusieurs centaines de citoyens qui sont, à mon avis, sur le point de porter plainte pour justement, je dirais, cette défaillance de cette gestion. Ça c'est sûr. Mais nous allons, en tant que Zineke TV, nous allons prendre contact avec le bourgmestre de David de Bruxelles, M. Claus, pour lui donner aussi la possibilité de s'exprimer sur ce que vous voulez dire. Hein. Donc chacun a le droit de s'exprimer pour vous, et il a menti ou il ment à la population, parce que si effectivement il agit de la sorte, c'est qu'à ce moment-là, il joue double jeu, et ça, ce n'est pas du tout correct envers le citoyen. Mais nous lui donnerons la parole, et s'il accepte, il pourra s'exprimer et donner aussi son point de vue. Alors, voilà, donc par rapport à cette question, donc je pense nous l'avons éclairci. La police, en tout cas à Bruxelles, parce que ce qui est clair, ce qui est vraiment très important, je vais tout de même dire exactement ce que Mme Caroline Vervaat m'a dit, c'est que la Wallonie, ce n'est pas Bruxelles, bien qu'au niveau fédéral, la règle, c'est pour tout le monde, mais au niveau de Bruxelles, en tout cas,
si le porte-parole sur le plateau de RTL TV a dit qu'eux rentrent de toute façon, même sans mandat et sans instructions, à Bruxelles, ce ne sera pas le cas. Donc, ils téléphoneront d'abord et prendront d'abord contact avec le magistrat avant de rentrer si vraiment c'était nécessaire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette gestion de cette crise par les politiques? Oui, enfin, donc, tous les messages, il y a beaucoup de messages qui sont très confus. D'abord, ils sont mal communiqués, mais ils sont très confus parce que en famille, enfin, 4 personnes dans le privé, et on ne tient pas compte du nombre de mètres carrés qu'il y a. Il faut savoir que dans les magasins, c'est 15 mètres carrés pour une personne. Les petits dire, et là, par classe, on met plus un professeur. Hein, et ce n'est pas toujours le même professeur. Donc, je veux dire, toutes ces règles ne sont pas du tout elles ne sont pas cohérentes. En classe, ils seront combien? Ils seront 7? Ils seront 7 en classe? En classe, 10. Maximum 10, oui, maximum 10. On dépasse, au moins 4 mètres carrés par élève. On dépasse les 4 personnes. Donc, les classes, oui, évidemment, on dépasse les 4 personnes. Et je vous dis, en plus, ce n'est pas toujours les mêmes profs. Hein, et tous les profs passent devant le groupe de oui, ils doivent défiler. Hein. Tout à fait. Je veux dire, on a été coupé, je ne vous ai pas entendu. Non, je disais que, bon, les profs défilent, donc ce n'est pas les mêmes, hein, donc finalement. Et donc, oui, le fait de retourner en classe, c'est une bonne idée ou pas, nous en avons parlé la dernière fois et vous aviez donné votre position qu'il était préférable d'attendre septembre et de continuer à faire donc des cours par vidéoconférence. Alors, Monsieur Michel Dardenne, nous sommes à 22 minutes plus ou moins déjà, donc il nous reste encore 8 minutes. Nous allons rester et respecter ce timing de 30 minutes. La relance économique. Nous savons aujourd'hui que toutes les peuvent ouvrir, les magasins, etc. Mais le secteur Horeca, l'événementiel, les activités sportives, les tournois de tennis ou des tours de cyclisme ou football, tout ceci, c'est niet, comme on dit. Ça ne sera pas avant, à mon avis, en tout cas, il n'y a pas encore de date. Il parle de juin, mais ce n'est pas encore certain. Donc, c'est tout de même une frappe terrible dans l'économie. Oui, alors le déconfinement, il voulait faire ça secteur par secteur, chaque fois séparé d'un délai de 15 jours, parce qu'il voulait voir dans les statistiques, hein, c'était le Conseil national de sécurité qui avait dit on va d'abord déconfiner tel secteur, et 15 jours plus tard tel secteur, et 15 jours plus tard tel secteur. Donc, il voulait voir comme ça l'effet sur les statistiques pour voir quel était l'impact de chacun des secteurs. Mais évidemment, le gouvernement ne respecte pas ces 15 jours, hein, donc c'est tout en même temps ou à 8 jours d'intervalle. Donc, ça veut dire que de toute façon, ils n'ont pas du tout suivi les conseils du Conseil national de sécurité, mais on reste là avec toute une série de limitations, alors que finalement, quand même, ça reste le moteur de arrêter la propagation des virus, ça reste évidemment la distance, la protection, laver les mains, etc. Enfin, pas que les mains, moi je trouve qu'il faut, quand on éternue, je trouve que c'est surtout le nez et la bouche qu'il faut laver, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une série de mesures économiques qui doivent être prises maintenant. Il faut arrêter d'enfermer tout le monde à la maison, il faut remettre les choses en route et il y a certains secteurs dans lesquels, évidemment, il faut essayer de trouver le télétravail, par exemple, que ce soit en entreprise, mais aussi à l'école. Hein. Moi, j'encourage aussi le télétravail à l'école, surtout pour les grands. Et donc, on a absolument besoin de remettre l'économie en route et surtout d'avoir un langage crédible, hein, parce que les hommes d'affaires, ils ne croient pas lorsqu'il y a le monsieur Intel, le bourgmestre, qui dit « oui, je vais aller discuter avec la police ». C'est quoi ça? Ils veulent savoir des choses claires et nettes. Hein. Donc, est-ce que on va chasser encore, on va faire la chasse à la TVA, aux impôts et aux charges sociales pour les entreprises? Les entreprises ont besoin de savoir ça. Hein. C'est pas pour rire. Hein. Donc, ça veut dire que il faut absolument maintenant
que tous les fonctionnaires qui d'ailleurs, entre nous, il n'y en a pas un qui a eu un salaire en moins, alors que des tas d'indépendants, des petits commerces, non seulement ils n'ont pas eu de revenus, mais ils ont en plus dû payer des charges. Hein. Donc c'est tout à fait dramatique. Et donc il faut absolument maintenant... Il y a un revenu partiel, mais il est insuffisant. Il est insuffisant. Les 4 000 euros qui sont octroyés à Bruxelles ou même 5 000 euros en Wallonie sont totalement insuffisants pour faire face aux charges après 2 mois, à peu près, enfin plus de 2 mois maintenant de confinement et de fermeture. Il est clair que ce que l'indépendant, ce que ces petites PME reçoivent est totalement. Donc on a encore vu même dans les médias, les médias, je dirais, nationaux, comme quoi bon, il y a beaucoup d'indépendants, beaucoup de petites PME ne payent plus leur loyer, et ne payent plus aucune facture à part le fait d'aller faire leurs achats. Même leurs factures d'énergie ne seront pas payées non plus. Et donc finalement, comment le gouvernement, à votre avis, va faire face à cette situation qui est grave? Parce que bon, il y a plusieurs enseignes qui ont fait faillite, on l'a encore dit, des grandes enseignes, les PME une à une, mettent aussi la clé sous la porte. En réalité, ce qu'on voit bien, c'est qu'avec toutes les difficultés d'obtenir de l'aide de l'État, c'est toujours les grands qui obtiennent le plus et les petits qui payent le plus, n'est-ce pas? Et donc tout ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Moi, je trouve d'ailleurs qu'il est temps d'instaurer, moi j'ai déjà défendu cette idée, d'instaurer le handicap d'entreprise. Ça veut dire qu'une grande entreprise qui a beaucoup de personnel, qui a beaucoup de moyens, des gros chiffres d'affaires, membre d'une multinationale, ils ont tous les moyens de faire ce qu'on appelle de la technologie fiscale, hein, de la technologie sociale. Donc ça veut dire que de toute façon, regardez par exemple les GAFA, comme on dit, hein, les grandes sociétés américaines de l'informatique, Amazon, Google, Apple, etc., ils ne payent jamais d'impôts, n'est-ce pas? Ils ne payent jamais d'impôts. Ça veut dire que ces grandes entreprises, lorsqu'elles ont besoin d'aide, ils les obtiennent, et lorsqu'ils ne veulent pas payer de charges, ils n'en payent pas. Alors qu'on voit ici, on voit bien lors de cette crise, les tout petits magasins, les indépendants, ceux qui ont 2, 3 personnes, hein, jusqu'à 5 ou 10 personnes de salariés, ce sont des entreprises qui souffrent énormément, n'est-ce pas? On leur impose des tas de règles qui, par rapport au chiffre d'affaires, est absolument énorme. Et donc, ces entreprises sont à la gorge. Et c'est quand même ça le moteur d'une économie. Hein. C'est toutes les entreprises. Absolument. De moins de 10... Les créateurs d'emplois, ils sont vraiment la synergie de l'économie, en tout cas pour Bruxelles. Juste une question, M. Michel Dardenne. Ce qui est quand même étonnant, que vu la gravité de la situation, c'est quand même une crise sanitaire mondiale. Aucun pays, et bien sûr pas la Belgique non plus, n'a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Pourquoi? Oui, non, ça c'est peut-être que ce sont les assurances qui font pression pour qu'on ne le déclare pas, parce qu'évidemment, ça permettrait aux assurés d'obtenir peut-être mieux leurs droits. On le fait généralement dans l'agriculture, lorsqu'il y a une petite tornade, un gros orage, mais ici, voilà, c'est quand même quelque chose de naturel. Enfin, j'espère que ici c'est quand même très grave. Ici, il y a des gens qui meurent, donc des gens qui sont contaminés. Nous sommes confinés, les entreprises sont quasi toutes fermées. Hein, en parlant. C'est bien plus grave. C'est bien plus grave qu'un gros orage. Hein. Ça, c'est clair. Ah bah, bien entendu, bien entendu. Il y a aussi un autre élément qui nous revient, c'est il y a des multitudes, milliers d'associations sur la Belgique, mais parlant de Bruxelles. Elles sont là, elles œuvrent pour le vivre ensemble, ou le construire ensemble dans leur quartier, dans leur commune, dans leur ville. Ces associations ont pied sur rue, ils ont des charges, ils ont un loyer. Ces associations-là ne rentrent pas dans les critères ou les normes pour pouvoir obtenir au moins cette première aide financière de 4 000 euros à Bruxelles. C'est vraiment étonnant. J'ai posé la question à un des parlementaires bruxellois. Il m'a dit effectivement que c'était en négociation, mais que ça devait encore peut-être être décidé. C'est quand même curieux. Oui, c'est tout à fait curieux. On est un des pays les plus riches au monde et aujourd'hui, on n'est pas capable d'envoyer des fonctionnaires. Enfin, si on envoie des polices pour envoyer des gens chez eux lorsqu'ils se promènent dans les parcs, mais
avec d'ailleurs certains événements qui sont arrivés là à Anderlecht, avec même un jeune qu'ils ont pourchassé. Hein, enfin, officiellement, c'est un accident, il y a une enquête qui est en cours. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que d'utiliser les agents de police à faire du travail de répression, je crois qu'il serait beaucoup plus humain d'envoyer tout ce qu'on a comme fonctionnaires, des tas de fonctionnaires d'ailleurs qui ne travaillent pas, hein, qui restent à la maison, et qui font même pas du télétravail parce que c'est pas toujours possible, eh bien de les envoyer dans les quartiers pauvres pour savoir si les gens ont à manger. Il y a des gens qui meurent à la maison parce que c'est pas seulement à cause du Covid, hein, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et donc ce que je veux dire, c'est que sur ce, moi nous saluons en tout cas de cette tribune de Zénith TV les belles initiatives que nous observons sur Bruxelles, des jeunes molenbeekois, bruxellois, anderlechtois, de tout Bruxelles qui sont là, ils donnent de leur temps totalement bénévolement, des associations qui continuent encore à être actives malgré la situation. Et heureusement que justement ces associations et ces bénévoles sont là. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'alors nous ne comprenons pas pourquoi les associations qui ont été obligées de fermer leur établissement n'ont pas de soutien financier, alors qu'ils sont vraiment des acteurs aujourd'hui, mais très très importants pour les groupes lésés, les groupes démunis. Exact. Et je crois que vraiment, ce qui est très important ici dans ce redémarrage de l'économie, c'est que les gens ne vont pas continuer à prendre l'incompétence et l'inaction des fonctionnaires. Hein. Donc il y a certains secteurs, ce secteur de l'associatif, c'est formidable, comme toutes ces associations, des gens qui généralement n'ont pas beaucoup d'argent, hein, eh bien, ils donnent à manger aux pauvres, alors que l'État, qui a pris le tiers ou 2 tiers du salaire des gens pendant des années, eh bien maintenant qu'il y a eu 2 mois de problèmes, ben on ne les voit pas, hein, on les voit même pas toujours dans toutes les communes pour donner des masques gratuits. Hein. Alors au Maroc, les masques étaient prévus pour le 4 mai et les Bruxellois ne les ont pas encore tous. Hein. Comme ça, vous le savez. Donc, on voit ici sur les réseaux sociaux comme quoi les masques ne sont pas. On en parle à la télé. Oui, le 4 mai, il y aura les masques, mais les gens doivent. Il faut les chercher soi-même, en tout cas. Si il faut téléphoner et les réserver. Dans tous les cas, il faut téléphoner et les réserver et attendre son tour. Alors, Monsieur Michel Dardenne, nous allons clôturer ici, mais une dernière question, mais rapide. Comment, à votre avis, doit procéder cette relance économique? La relance économique, il y a sûrement un aspect aussi européen. Hein. Il n'y a pas que l'associatif et le fiscal belge. Il y a aussi au niveau européen, il y a des difficultés, hein, parce que l'Union européenne, bon, déjà, il y a beaucoup de tensions avec l'Angleterre, hein, qui nous quitte en fin d'année, mais il y a maintenant des tensions aussi avec l'Allemagne. L'Allemagne, la Cour constitutionnelle s'est prononcée il y a quelques semaines pour dire qu'elle refuse ce que fait la Banque centrale européenne, donc de prêter au gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans le technique, mais la Banque centrale européenne prête de l'argent qu'elle invente, hein, qu'elle imprime. Là, elle dit, voilà, vous voulez de l'argent, je le mets sur le compte et puis vous me le remboursez plus tard. Mais ce n'est pas de l'argent qu'ils ont, hein, c'est de l'argent dont ils garantissent l'existence. Et la Banque centrale, même la Cour de justice européenne s'est prononcée là-dessus parce que les Allemands ont déjà discuté. Et la Cour de justice européenne a dit non, c'est très bien, la Banque centrale européenne peut le faire. Maintenant, la Cour constitutionnelle allemande a dit non, l'Europe, la Cour de justice européenne n'a pas le droit. C'est la Constitution et le droit allemand qui passent avant. Et ça veut dire qu'on va se retrouver avec un été très chaud au niveau de l'Union européenne aussi. Hein. Mais au niveau, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais on reviendra là-dessus la prochaine fois. Mais au niveau de la Belgique, est-ce que nous sommes capables de permettre à ces petits commerces de repartir et de redémarrer? De quelle manière l'État va les aider? Parce qu'aujourd'hui, l'aide, elle est limitée. De toute façon, en effet, ce que l'État doit absolument faire ici, c'est, moi je dirais, il faudrait inventer maintenant le handicap entreprise. Hein. Il faut absolument que les petites entreprises soient beaucoup mieux traitées, qu'on donne des délais à ces gens pour payer les charges sociales, pour payer des impôts, la TVA, ou qu'on diminue même des TVA sur des choses… Mais de donner des délais à payer avec quoi? Il faut plutôt diminuer les charges, ou plutôt, dans certains cas, carrément les enlever. Diminuer.
donner des délais, mais ils seront toujours redevables, ils seront toujours. Il y en a déjà il y a déjà des politiciens, j'entendais un ministre du CDNV qui, de façon magnanime, il disait ah, ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts. Ah bon, quoi? Et il avait comme intention d'augmenter les impôts, quoi. Il faut être fou. Ça veut dire que ces gens, ils ont ce réflexe toujours d'augmenter les impôts lorsqu'il y a des... Non, je crois maintenant... Nous avons l'impression qu'il y a deux choses, augmenter les impôts et augmenter leur salaire. C'est peut-être ça, hein? Oui, et donc ça, il faut, dans un état de crise comme ça, il y a des choses que les gens ne vont pas prendre. Donc moi, je dis, il faut faire attention. Vous savez, il y a certains pays où c'est presque la révolution à cause de ce coronavirus. Hein. Alors en Belgique, tout ça se passe différemment, doucement, mais ça se passe aussi, et notamment les entrepreneurs qui savent très bien comment ils doivent faire pour éviter de se faire plumer, parce qu'évidemment, il faut quand même faire attention. Tous ces petits entrepreneurs, il faut absolument les protéger, parce que si on les casse, alors dire il faut payer la TVA, il faut payer les impôts, il faut payer les charges sociales. Non, il y a des choses qu'il faut laisser tomber, absolument, parce qu'autrement, c'est toute l'économie qui va souffrir. Merci beaucoup, Monsieur Michel Dardenne, de votre présence. Alors, chers amis, nous rappelons tout simplement que malgré ce déconfinement progressif, restez sages à la maison si vous n'avez rien à faire de plus important dehors. Et quand vous sortez dehors, prenez vos mesures sanitaires, s'il vous plaît, le masque et la distance, car le virus, il est toujours là. Merci beaucoup, chers amis. إخواني أخواتي كنشكركم على اللي تبعتوا معنا وصحة فطوركم. Monsieur Michel Dardenne, encore une fois, bonne soirée. Bonne soirée. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات للعالمين أنزل القرآن أهلنا بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك يا رمضان